Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui si on se retrouve c'est pour voir ensemble cette pile de livres qui est juste à côté de moi. Il s'agit de tous les livres qui ont rejoint ma bibliothèque et ma pile à lire durant le mois de juillet. On est donc partis ensemble pour faire le book haul du mois de juillet. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos. Et si vous voulez découvrir un petit peu plus de mon contenu, notamment me suivre à travers les lectures des livres que je vais vous présenter juste après, vous pouvez venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu qui est différent, complémentaire et quasiment quotidien en comparaison à ici. On est parti Curse Crown de Catherine Doyle et Catherine Weber. Il s'agit tout simplement du tome 2 de Twin Crowns aussi de Catherine Doyle et Catherine Weber aux éditions Bayard. J'ai lu ce premier tome il y a quelques mois maintenant, je crois que je l'ai lu au mois de juin ou au mois de mai, je sais plus exactement. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Et la fin m'a poussée à acheter très rapidement la suite de cette saga, notamment que le tome 3 ne devrait pas tarder à sortir, il est prévu normalement pour cet automne. Alors vu qu'on est sur un tome 2, je vais pas vous lire le résumé, en revanche je vous laisserai si vous voulez aller sur TikTok et sur Instagram, voir mon vlog lecture sur TikTok et ma chronique sur Instagram, dans laquelle en plus vous avez le résumé du premier tome et mon avis sur le premier tome si jamais cette saga vous intrigue. Ensuite un roman qui pour l'instant n'est pas encore disponible en librairie vu qu'il sortira le 2 octobre prochain, donc 2 octobre 2024. Il s'agit de Starling House de Alix E. Harrow aux éditions Hachette Heroes, le rayon de l'imaginaire. Alors déjà je vais vous présenter le roman parce qu'on est sur un brochet certes, mais un brochet avec jaquette. Et en dessous de la jaquette, je le trouve vraiment très joli. Je trouve que c'est hyper intelligent ce qu'ils ont fait parce que la collection Le Rayon de l'Imaginaire de Hachette Heroes a reçu pas mal de critiques. Voilà, ils ont leur style graphique qui est très à eux, qui est celui-ci, où il y a le titre avec juste des illustrations, mais le reste de la couverture est blanche. Et c'est vrai que plusieurs personnes, et moi aussi, des fois, on a trouvé dommage de perdre en fait les très belles illustrations, les très belles couvertures originales pour quelque chose d'aussi simple. Mais c'était leur ligne directive, leur ligne graphique pour avoir une collection uniforme on va dire. Alors je trouve ça hyper intelligent de leur part d'avoir du coup réussi à mêler les deux en faisant... bah tiens, regardez, vous le voyez justement, ici on a des exemples d'autres romans de leur collection. On voit que ce style est assez similaire à celui-là. Et du coup je trouve ça très intelligent ce qu'ils ont fait, de garder leur style à eux, qu'ils ont créé l'identité de leur collection, tout en rajoutant les couvertures originales, pour contenter un maximum de personnes parce que quand même il faut avouer qu'elle est très belle. La mâchoire en fer sculptée d'un portail, la langue rouge d'une allée, l'ombre noire des sycomores enchevêtrés. Dans les rêves d'Opale, la mystérieuse Starling House exerce une fascination lancinante. Comme si c'était pour elle que la demeure rayonnait de sa lumière ambrée, frémissante dans la nuit brumeuse. C'est pourtant un domaine interdit dont on ne sait rien et qui tient chaque habitant de la petite ville d'Éden à distance. Mais Opale, sans mère ni vrai foyer, sans avenir ni mémoire, n'est plus à une transgression près. Surtout qu'il suffit de quelques gouttes de son sang pour que le portail s'ouvre. Surtout qu'il suffit d'écouter des histoires pour que des secrets inavouables se déploient, aussi ténébreux que ses cauchemars à elle. Entrez si vous l'osez. Ça a l'air génial. À la base, je voulais le lire au mois d'août, mais il y a cette ambiance assez mystérieuse. Je pense que je vais attendre septembre avec le début de l'automne, etc. pour le lire. Comme ça, je vous donnerai quand même mon avis avant sa sortie officielle au mois d'octobre. Et j'ai vraiment très hâte. Il a l'air vraiment très chouette. Ensuite, un roman que j'attendais depuis longtemps, tout simplement parce que je l'avais remarqué lors de sa sortie en VO et qu'il avait l'air génial. Il s'agit du premier tome de la trilogie de la bibliothèque de Mark Lawrence, le livre qui refusait de brûler aux éditions Brajlon. Ici, on est sur un format relié sans jaquette avec vraiment un très joli jaspage. L'illustration de la couverture, je la trouve magnifique. On a des très jolies pages de garde assez simples mais qui reflètent tout le mystère du roman, je trouve. Et je voulais faire une petite aparté. C'est ce que je trouve dommage, je vais être honnête avec vous. C'est le prix du roman. C'est-à-dire qu'il est à 28 €. Et 28 € c'est le prix des autres romans Brajlon, format relié avec jaspage aussi, sauf que les autres romans à 28 € ont une jaquette. Et même si moi, j'attends pas forcément d'avoir une jaquette. Moi qui ai une jaquette ou pas, alors je trouve que c'est toujours un petit plus d'en avoir une, mais je suis pas forcément déçue quand il y en a pas, surtout que je le trouve vraiment très beau. Mais qu'un livre sans jaquette soit au même prix que ceux avec jaquette, je trouve ça dommage. Même juste de faire une différence de 1 €, je pense que ça aurait été bien parce qu'on ne paye pas la même quantité de choses au final. Après, je suis pas dans le monde du livre, je connais pas tous les détails exacts, même si j'en ai discuté plusieurs fois avec des éditrices, avec des auteurs, etc. Donc j'ai quand même une idée. Mais je trouve que c'est dommage de mettre deux livres avec une qualité objet-livre différente au même prix. Voilà. Fin de l'aparté, je vous lis le résumé. Evar a passé toute sa vie prisonnier d'une salle remplie de livres, plus ancienne que les empires, plus vaste qu'une cité. Livira vivait aux confins de la civilisation où rôdent les cauchemars et où nul ne se rend.
Lorsqu'elle est arrachée à son village, elle se consacre à l'étude des mystères qui irriguent la grande bibliothèque, cœur battant du royaume. Ils n'étaient pas censés se rencontrer. Dans la bibliothèque, leurs chemins se sont pourtant croisés. Leur histoire s'entrelace alors à travers les univers et le temps. Faites de vérité et de mensonges, elles se confondent. Dans ce périple où la connaissance érode les certitudes, la plume a beau être plus puissante que l'épée, elle n'empêchera pas le sang de couler, ni les cités de brûler. Ça a l'air incroyable. Je ne sais pas exactement à quoi m'attendre pour ce roman. On est sur quelque chose de très énigmatique. Je pense qu'il y a un côté Dark Academia, mais au niveau de l'intrigue en elle-même, je ne sais pas à quoi m'attendre et j'ai vraiment très hâte de le lire. Je le lirai sans aucun doute durant ce mois d'août. Ensuite, un petit roman graphique avec Lost in Taiwan de Marc Crillet aux éditions Hachette Roman Graphique. Je vous montre un petit peu les illustrations avant que vous fassiez une idée du style graphique. Moi, je le trouve vraiment très très chouette. Il y a vraiment ce côté carnet de voyage et j'ai vraiment hâte de découvrir l'histoire qui a l'air très mignonne. La dernière chose que Paul, un adolescent casanier et renfermé, passionné de jeux vidéo, a envie de faire pendant les vacances, c'est de découvrir un nouveau pays et de se familiariser avec une autre culture. C'est pourtant bien ce que son père a prévu pour lui. Il l'a envoyé passer les vacances chez son frère à Taïwan, un endroit fascinant qui n'intéresse absolument pas Paul. Jusqu'à ce qu'il se décide enfin à sortir à la recherche de la dernière console à la mode, pour mieux se perdre dans les rues tortueuses de Taïwan. C'est alors qu'il se fait la rencontre de Paige, une jeune fille pleine de joie de vivre, qui va lui ouvrir les yeux sur la beauté du monde. Donc voilà, ça a l'air très doux, très beau, avec un peu ce message de s'ouvrir aux autres cultures et découvrir le monde, et j'ai vraiment hâte de le découvrir aussi. Ensuite, on va sur un tome 3, cette fois avec Le Temple de Fortuna de Elodie Barper aux éditions Kelma Levy. C'est le tome 3 de la saga L'Antre des Louvres, où le tome 2 était La Maison à la Porte Dorée. On est sur une fiction historique lecture adulte seulement à partir de 18 ans. On a pas mal de sujets assez lourds qui sont abordés, notamment, je vous parle que du tome 1 pour pas spoiler la suite et de toute façon je n'ai pas encore lu la suite non plus. On suit les aventures de femmes de joie dans l'Italie antique, donc évidemment on va y parler de relations entre adultes, on va y parler de violence, on va y parler de beaucoup de choses où il faut avoir le cœur très accroché, mais c'est une histoire qui est belle, qui est poignante, qui est extrêmement bien écrite, qui est un témoignage de ce qu'a sûrement vécu des personnes à cette époque-là. Et la plume d'Elodie Barper a quelque chose de transcendant en réalité. Et j'ai vraiment très hâte de pouvoir continuer la saga. Je voulais me lancer dans le second tome au mois de juillet. Malheureusement, j'ai pas trouvé le temps de le lire parmi mes autres lectures. Mais j'espère arriver à trouver le temps de le faire très bientôt. Ensuite, on vient aux éditions Big Bang avec un nouveau one-shot. Il s'agit de Un si fragile enchantement de Alison Saft. Pour ceux qui se souviennent d'elle, c'est l'autrice de La chasseuse et l'alchimiste qui a été aussi publiée chez Big Bang. Là aussi, on a un très joli livre avec un joli jaspage. Je le trouve vraiment très beau. On a des très belles pages de garde. On a un petit signet avec des motifs à fleurs que je trouve adorable. Je pense que si la plume de Alison Saft est similaire ici qu'elle l'avait été dans La chasseuse et l'alchimiste, qu'on sera sur une histoire assez douce, assez contemplative, mais vraiment très belle, avec des personnages hyper bien écrits. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends de ce roman. Niam a le pouvoir d'imprégner les vêtements qu'elle conçoit d'émotions et de souvenirs, rendant ses créations uniques. Un don qui lui permet d'être engagée par le prince régent d'Avaland pour confectionner la garde-robe du mariage royal. Une occasion en or pour mettre sa famille à l'abri du besoin. Mais la cour d'Avaland est cruelle, en particulier pour une jeune fille originaire d'un royaume conquis où gronde la rébellion. Et Kit, le futur marié, irritable et agressif, ne lui facilite pas la tâche. Pourtant, contre toute attente, entre eux va naître une alchimie indéniable, qu'un chroniqueur anonyme est bien décidé à utiliser pour en faire un scandale. Pris dans le jeu des manœuvres politiques, Niam et Kit parviendront-ils à se rappeler qu'eux aussi ont droit au bonheur? Deux choses qui ressortent de ce résumé et qui me font très envie. Premièrement, c'est le côté Grumpy X Sunshine, qui est l'une de mes tropes en romance préférée. Donc on sent dans le résumé le côté grumpy du protagoniste masculin, donc Kit. Niam, est-ce qu'elle aura un côté sunshine? On le ressent pas trop dans l'histoire, mais potentiellement, et j'espère parce que j'adore cette trope. Et aussi le côté un chroniqueur anonyme est bien décidé à utiliser pour en faire un scandale. Ça fait très Bridgerton, ça fait très Lady Whistledown. Et j'adore, c'est vrai que j'ai pas encore lu ça en fantasy. Enfin, à part l'avoir vu dans les Bridgerton, je l'ai pas encore lu. Et je suis hyper curieuse de voir ce que ça va donner. Et ça peut vraiment apporter un plus à la fois drôle, mais à la fois horrible, parce que ça va les foutre très clairement dans la merde. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, on va parler fiction historique avec les éditions Hauteville et La sorcière écarlate de Laurie Lico Albanaise. On est sur une histoire qui a l'air vraiment très belle, très poignante. Je pense pas qu'il y ait de magie, même s'il y a des évocations de sorcières dans le résumé, mais je pense que c'est
un peu genre les fausses accusations de sorcellerie qu'on pouvait avoir à l'époque, mais je vais vous lire le résumé, vous allez mieux comprendre. Brodeuse aux doigts de fée, Isobel Campbell descend d'une lignée de femmes qui possèdent tout un don exceptionnel, celui de percevoir la couleur des lettres et des sons. Donc là, je pense qu'on parle de synesthésie, tout simplement. Très tôt, elle apprend à le cacher, pour ne pas être, comme ses aïeuls, accusée de sorcellerie. Contrainte de fuir en Nouvelle-Angleterre avec son mari, Isobel se retrouve rapidement seule à Salem. Son destin croise alors celui du jeune Nathaniel Hawthorne, un écrivain hanté par le rôle de ses ancêtres lors des tristement célèbres procès de sorcellerie. Ensemble, ils forment un duo de conteurs et de muses qui donnera naissance à l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature. Découvrez le portrait vibrant de la femme à l'origine de La Lettre écarlate. Donc La Lettre écarlate, c'est un vrai roman qui existe, dont l'auteur est Nathaniel Hawthorne. Et en fait, ce roman va venir romancer l'histoire qui est à l'origine de ce roman-là. Donc c'est un concept que j'aime beaucoup, même si je connais pas La Lettre écarlate. Je vais être honnête avec vous, avant d'avoir ce roman entre les mains, je connaissais même pas ce livre de titre. Mais l'histoire a vraiment l'air très belle, très touchante. Et je pense que je vais le lire au mois de septembre. Ensuite, un roman que j'attendais avec beaucoup d'impatience et qui a mis longtemps à arriver dans ma boîte aux lettres parce qu'il est sorti début mai ou début juin. Début juin, je crois, mais je l'ai reçu que mi-juillet. Il s'agit de Curious Tide de Pascal Lascelles aux éditions Big Bang, le premier tome d'une nouvelle saga de fantasy francophone. Alors déjà, faut que je vous montre le livre parce qu'il est vraiment magnifique. Moi, j'adore. Alors le jaspage, c'est pas le jaspage que je trouve le plus beau parmi ma bibliothèque, mais je le trouve très chouette quand même. Et alors, c'est le hardback que je trouve magnifique. On a deux éditions différentes, l'édition classique et l'édition Eclipse. J'ai reçu l'édition Eclipse et je suis hyper contente parce que avec cette illustration de mer et cette lune et ces tournesols, moi c'est celle que je trouvais la plus jolie, même si j'aurais été hyper heureuse d'avoir la classique aussi tellement que les deux éditions sont magnifiques. Et voilà, tout simplement, les romans sont vraiment très beaux, donc rien que ça, chapeau Big Bang. Emory a beau être étudiante à Aldrin, la prestigieuse université de magie lunaire, elle ne possède que des aptitudes de guérison rudimentaires. Jusqu'à ce qu'une nuit, dans les grottes marines traîtresses de Dovermer, la mort emporte un groupe de ses camarades de classe, dont son amie Romy, et la laisse seule survivante. Dès lors, Emory est accablée de pouvoirs étranges et impossibles qu'aucune guérisseuse ne devrait posséder. Des pouvoirs qui détruiraient sa vie s'il venait à être découvert. Emory n'a pas le choix, elle doit se tourner vers Baz, le frère de Romy, un adolescent reclus et déjà familier des magies les plus sombres. Et lorsqu'Emory attire malgré elle l'attention d'une mystérieuse société secrète sévissant au sein d'Aldrin, elle se retrouve entraînée par le magnétique Kéran dans leur monde de pouvoir et de privilèges. Mais la vérité qu'elle poursuit ne va-t-elle pas la mener de nouveau à Dovermer, face au destin auquel elle n'aurait jamais dû échapper? Je trouve le résumé hyper énigmatique. Je pense que les lunes vont avoir une importance dans le roman, étant donné qu'il y en a partout, mais c'est vrai que dans le résumé, on le ressent pas trop. Peut-être par rapport aux marées, vu qu'il y a cette histoire de mer, etc. Donc je suis très curieuse de savoir tout ça. Le côté académie, société secrète, école de magie, il y a une ambiance Dark Academia qui s'en dégage et moi c'est quelque chose que j'adore. Et j'ai vraiment très hâte de découvrir ce roman parce qu'en plus les premiers retours que j'ai vus, ils sont tout simplement géniaux en fait. Il y a eu beaucoup de coups de cœur. Donc peut-être que je place la barre un peu haute et que du coup je risque la déception, mais j'ai vraiment très hâte de le lire. Ensuite on reste chez Big Bang avec Flower Heart de Catherine Backwell. Là on est sur un one shot de fantasy. Alors apparemment cozy fantasy, même si je ressens pas le côté cozy dans le résumé. Vous allez voir ça tout de suite quand je vais vous le lire, mais après je verrai au moment de ma lecture. Peut-être que ça sera différent par rapport à mon ressenti du résumé. La magie de Clara a toujours été incontrôlable, mais jamais dangereuse. Jusqu'au jour où, sans le vouloir, elle fait pousser des fleurs toxiques dans le cœur de son père. Pour le guérir, il n'existe qu'un seul remède. Un sortilège extrêmement difficile à exécuter, qui exige du magicien une maîtrise parfaite de son pouvoir. La seule personne susceptible d'aider Clara est son ami d'enfance Xavier. Mais celui qu'elle a connu doux et réservé est devenu un jeune homme froid et mystérieux, qui n'accepte de l'aider qu'en échange d'un prix terrible. Peu à peu, Clara va découvrir que Xavier cache en réalité de sombres secrets. Et que, pire encore, un mal obscur menace tout le pays, un mal que seul un don aussi puissant que le sien pourrait vaincre, à condition de réussir enfin à le contrôler. Donc voilà, il y a vraiment tout ce côté drame, ce côté un peu malédiction, sortilège, contrôle de magie, qui moi me fait pas penser à une cozy fantasy, mais peut-être que je me trompe et je vous dirai ça au moment de ma lecture, savoir quelle ambiance j'aurais ressenti. En tout cas, hors ce côté cozy fantasy ou pas, j'aime beaucoup le résumé, j'aime beaucoup ce qui s'en dégage, les magies autour des fleurs et tout, c'est quelque chose qui est toujours hyper agréable à lire, je trouve. Donc j'ai vraiment très hâte de le lire. D'ailleurs, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, ce sera ma prochaine lecture, donc je pourrai vous en parler très bientôt.
Ensuite, un roman qui n'est pas encore disponible lui non plus car il sortira le 5 septembre de cette année. Il s'agit de La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi. On est sur le premier tome d'une nouvelle saga francophone là aussi. Et déjà, il faut que je vous montre le livre parce qu'il est vraiment somptueux. Alors déjà, on a la jaquette comme ça avec à l'intérieur une carte. Et ensuite, on a le hardback avec ces très jolies dorures, ces petites illustrations de partitions de musique que je trouve très chouettes. Et on a un jaspage qui est assez simple, il faut l'avouer, il est très simple, mais il colle parfaitement au livre, à l'ambiance du livre, et je le trouve très joli quand même. On a aussi un signet doré et deux illustrations différentes au niveau des pages de garde. À Solvara, la musique possède un pouvoir redoutable. Une partition peut ensorceler, manipuler et parfois même tuer. Comme 49 rares élus, Shona est une tisseuse, une servante du dieu Sol. Cloîtrée depuis l'enfance dans l'atrium, lieu saint, elle tisse sous forme de partitions de musique les mélodies du destin, l'avenir de chaque habitant du royaume. Lorsqu'elle entrevoit par accident son propre futur, dans lequel elle est à l'origine de la chute de Solvara, son existence bascule. Bientôt accusée d'être au cœur d'un complot qui vise à renverser le roi, Shona décide de fuir. Contrainte de collaborer avec Alistair, un musicien aristocrate dont le destin semble intimement lié au sien, la jeune femme n'aura d'autre choix que de démêler les notes de sa destinée avant que celle-ci ne s'accomplisse. Donc il y a tout ce côté destin, avoir lu l'avenir, etc. qui a l'air hyper chouette. Il va y avoir certainement cette magie autour de la musique que j'ai hâte de découvrir, que j'ai hâte de connaître le fonctionnement. D'après les premiers retours, on est sur une lecture qui est très belle, très poétique et c'est le genre de lecture que j'adore tout simplement. Et donc j'ai vraiment très hâte de découvrir tout ça. Lui aussi, je pense que je le lirai durant ce mois d'août. En tout cas, je vais essayer d'eux parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres que j'aimerais pouvoir lire au mois d'août. Ensuite, les deux prochaines lectures, c'est des lectures qui vont être idéales pour cet automne. D'ailleurs, je me les garde pour le mois de septembre, voire le mois d'octobre. Et je vais vous montrer tout ça tout de suite. Le premier, il s'agit du premier tome d'une nouvelle saga de Cozy Fantasy. Et je trouve ça génial d'avoir le premier tome d'une saga comme ça, parce que c'est vrai que les sagas de Cozy Fantasy, donc par exemple les Agatha Raisin, Amish Macbeth, les détectives du Yorkshire, enfin toute cette saga-là ont l'air hyper chouette, mais c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de tomes de sortie. Et donc, pouvoir commencer une saga dès le tome 1 et avoir à attendre la suite et pas de se dire qu'il y a 20 tomes à acheter là maintenant tout de suite, c'est hyper chouette. Il s'agit de La mort de Tante Dimity, une enquête d'outre-tombe, qui est du coup le premier tome d'une saga qui est sortie qui a plus de 20 ans, je crois, maintenant en VO, qui a vraiment fait beaucoup de ventes. Je crois qu'à l'heure actuelle, il y a 20 ou 30 tomes, mais du coup, il n'y a que le premier pour l'instant sorti en France. Il y a les dates pour la suite. On aura le tome 2 en octobre 2024. Et le tome 3 en janvier 2025, donc c'est le moment idéal pour la commencer et à voir petit à petit les autres tomes qui vont sortir. Déjà, j'aime beaucoup la couverture. Je trouve qu'on a un design qui fait très campagne anglaise tout simplement. On a une couverture qui est un peu cartonnée et qui, je trouve, apporte un petit côté très artisanal au roman que j'adore. Voilà, je suis fan du design du roman. Et j'ai vraiment trop hâte de le lire parce que c'est vrai que les Cozy Mystery, moi ça passe ou ça casse. Mais là, il y a cette ambiance un peu fantôme, un peu secret de famille que j'aime beaucoup. Mais vous allez voir, je vais vous lire le résumé, vous allez me comprendre. L'enfance de Laurie Shepherd a été bercée par les histoires de Tante Dimity que lui racontait sa mère. Quelle n'est donc pas sa surprise en apprenant que Tante Dimity a non seulement existé, mais que cette dernière lui a confié une mission capitale à sa mort. Compiler toutes ces histoires pour publication en échange d'une somme d'argent considérable. Pour accomplir cette tâche, Laurie doit voyager en Angleterre jusqu'à un petit cottage de Cotswold. Mais une fois là-bas, des choses étranges surviennent dans la maison. Le fantôme de Tante Dimity semble veiller sur elle. Et enfin, le dernier roman de ce book haul, mais pas des moindres, il s'agit de The Foxglove King de Anna Whiten, le premier tome de sa saga de fantasy aux éditions Brajlon. Là encore, il faut que je vous montre le roman parce que je le trouve magnifique. Voilà, alors ça c'est la jaquette. Ensuite on a un jaspage, alors je trouve quand même très rose, mais il reste très joli quand même. Ensuite on a le hardback qui se présente comme ceci, que je trouve vraiment très joli aussi. Et alors le plus beau, c'est vraiment cette page de garde, regardez, tout en reflet holographique, je la trouve sublime. Avec le livre, j'ai eu le goodies de précommande aussi, qui est tout simplement cette illustration là, mais à plat comme ça et avec les mêmes reflets, et je trouve sublime vraiment. On a envie de regarder chaque détail, je trouve ça incroyable. Et on a une autre illustration différente à la fin qui est aussi très jolie, avec certainement les trois personnages principaux du roman. Alors on est sur un roman, par contre je pense seulement à partir de 18 ans, c'est vrai que ça se ressent dans le résumé, et c'est les premiers retours parce que le livre est sorti au mois de mai il me semble, donc il y a eu déjà pas mal de retours, et
tous s'accordent sur dire qu'on est sur lecture adulte. De toute façon, on est chez Brajlon et en général, c'est très souvent le cas. Alors, il n'y a pas de trigger warning annoncé à l'intérieur du roman. Je les ai cherchés, mais je les ai pas trouvés. Donc, je sais pas exactement à quoi il faut se méfier. Je pense qu'il y aura peut-être des relations entre adultes. On va voir aussi, on va beaucoup y parler de la mort, donc peut-être de violence, etc. Vous allez voir, ça se dégage vachement à la lecture du résumé. À 13 ans, Laure a échappé aux griffes d'un culte secret dans les catacombes de Delair. Depuis 10 ans, elle suit une unique règle, ne pas se laisser reprendre. Devenue trafiquante de poison pour le cartel qui l'a prise sous son aile, elle s'efforce de rester dans l'ombre et de garder le secret sur son affinité illicite avec la Mortem, la magie de la mort qui la lie à la cité secrète. Mais lorsqu'une transaction se passe mal, Laure est capturée par une faction de prêtres guerriers habilités à utiliser la Mortem pour le compte du roi sanctifié. Laure pense être promise au bûcher, or le roi semble avoir d'autres intentions. Des villages entiers sont en train de disparaître aux confins du royaume sans explication rationnelle, et Laure est confrontée à un choix. User de sa magie pour démasquer les responsables à la cour ou être exécutée. Mais dans cet étincelant monde de lumière et de faux semblants, Laure doit trouver des alliés. Entre Gabriel, le duc devenu prêtre, chargé de la guider, et Bastian, le sulfureux et controversé prince héritier, elle se perd dans un dangereux labyrinthe d'intrigues politiques, religieuses et amoureuses, alors que les secrets des profondeurs des catacombes menacent de la rattraper. Alors on ressent aussi un triangle amoureux dans le résumé, d'ailleurs c'est un peu ce que désigne la page de garde à la fin. Et moi c'est vrai que les triangles amoureux c'est pas mon truc, parce que je me dis toujours qu'il y en a un qui va souffrir dans l'eau, parce qu'en fait les triangles amoureux dans les livres c'est pas des vrais triangles amoureux. Pour moi un triangle amoureux ça a 3 côtés, c'est-à-dire qu'on est sur un trouble. Pour moi un triangle amoureux c'est un trouble en fait tout simplement. Alors que en général on utilise le terme triangle amoureux pour une personne centrale qui hésite entre deux ou qui joue avec les deux. Mais pas vraiment un lien entre les trois. Et c'est vrai que ce schéma-là, je me dis toujours qu'il y a un moment où il y en a un qui va souffrir, un ou une qui va souffrir, et du coup, bah, je suis pas fan. Et puis, 3/4 du temps, en plus, la personne, elle choisit pas celui que toi tu préférais, donc c'est hyper contrariant. Mais on verra bien, peut-être que ce roman arrivera à me faire aimer les triangles amoureux. Et lui aussi, du coup, je me le garde pour le mois de septembre, pour quitter un peu cette ambiance estivale, et avoir rentré dans mon ambiance à moi d'automne, parce que je pense qu'il sera parfait pour ça. Donc voilà pour tous les livres qui ont rejoint ma bibliothèque durant ce mois de juillet 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si dans l'eau il y en a certains que vous avez lus et si vous les avez aimés ou pas, afin de potentiellement me donner plus envie de les lire plus rapidement que prévu, parce que tous ceux-là qui sont là, pour l'instant je les ai pas encore lus tout simplement. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, ça me soutiendra et ça me fera très plaisir, et vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche afin de ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos. Je vous invite aussi, si vous le voulez, à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram afin de me suivre dans les lectures de ces romans, justement dans les prochains jours et semaines qui vont arriver. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une très belle journée et de très belles lectures.